Bonsoir mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention à One TV, c'est le journal. En Afrique de l'Ouest, la recherche agricole a besoin de fondations faites de données solides. C'est là que les méta-analyses se révèlent essentielles. Mais qu'est-ce qu'une méta-analyse et pourquoi ce rôle crucial? Boris Tchota nous éclaire sur cet outil précieux, source de réponses et d'orientation pour un avenir agricole plus sûr. Il est avec un expert en la matière. Et puis le Burkina Faso retourne à ses racines et ressuscite sa devise historique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce 30 octobre 2024, le Parlement de transition a voté une révision de la Constitution. Désormais, le pays pourra se lier en confédération ou en fédération d'un simple vote parlementaire. On fera le point dans cette édition. Voilà l'essentiel en titre. Bienvenue. Face aux défis croissants du changement climatique et de l'insécurité alimentaire, la recherche agricole en Afrique de l'Ouest doit s'appuyer sur des données solides. Les méta-analyses émergent comme l'outil clé pour orienter ces stratégies de résilience. Qu'appelle-t-on méta-analyse et quelle est leur importance? Boris Tchota nous donne des éléments de réponse. En tant que méthode de recherche permanente de regrouper, d'analyser et d'interpréter de grandes quantités de données issues d'études préexistantes, la méta-analyse constitue un outil fondamental pour orienter les décisions agricoles fondées sur les données probantes. Les méta-analyses aujourd'hui nous permettent de pouvoir faire, si je peux le dire, le recensement de tout ce qui est résultat de recherche au niveau de notre sous-région qui aborde la question de résilience des communautés, la question de résilience de nos populations. Et donc, à travers les méta-analyses, comme exercice, cette formation des méta-analyses et comme exercice pratique, nous recherchons à savoir comment est-ce que les différentes questions de recherche ont abordé la méta-analyse. Par exemple, comment est-ce que les expérimentations sur les pratiques agricoles ont pu contribuer à améliorer la résilience des populations, ou alors comment est-ce que les recherches sur les maladies et les pestes au niveau de notre sous-région, sur les cultures prioritaires de la sous-région, ont contribué à la résilience. Donc, ces informations que nous espérons tirer de la littérature au niveau de la sous-région vont orienter nos actions futures en termes de politique agricole, mais également en termes d'orientation des questions de recherche au niveau des centres nationaux de spécialisation créés par le CORAF. L'impact de la méta-analyse va au-delà de la recherche académique. Pour les producteurs en Afrique de l'Ouest, il représente une avancée concrète vers une agriculture résiliente. En intégrant les données issues des méta-analyses dans les pratiques agricoles, les producteurs sont mieux préparés à affronter les défis tels que le changement climatique, les pénuries d'eau et les ravageurs qui menacent la sécurité alimentaire de la région. Vous savez que tout résultat de recherche est attendu une orientation en termes d'actions à prendre. Les actions immédiates, les actions à moyen terme et les actions à long terme. Donc, à travers les résultats de recherche en méta-analyse dans le domaine agricole que nous voulons conduire, nous voulons pouvoir avoir des évidences à conseiller, à mettre sur la table pour orienter les différentes politiques agricoles, mais également les actions à court et à moyen terme pour l'essor du développement agricole dans nos communautés, mais également pour le bien-être des utilisateurs finaux que sont les producteurs. En rassemblant et en analysant le meilleur de la recherche existante, les méta-analyses offrent aux producteurs et aux décideurs les outils nécessaires pour anticiper les défis agricoles de demain. Dans un monde en perpétuelle transformation, elles deviennent la pierre angulaire d'une agriculture résiliente. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, dit-on. Nous sommes au Burkina Faso où le pays renoue avec son passé en rétablissant sa devise historique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce mercredi 30 octobre, le Parlement de transition a voté une modification de la Constitution, réintroduisant ce symbole fort et autorisant également le pays à entrer dans les confédérations et fédérations sur simple approbation du Parlement. Une décision qui marque un tournant dans la politique nationale et pourrait redéfinir l'avenir des alliances régionales du Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Cette devise, autrefois emblématique de la détermination et de la résilience du Burkina Faso, est sur le point de redevenir le cri de ralliement de la nation. En effet, ce mercredi 30 octobre, le Parlement de la transition a adopté à l'unanimité une modification constitutionnelle qui rétablit cette ancienne devise, symbole puissant de l'identité burkinabé et de sa lutte pour l'indépendance et la liberté. Formule que certains trouvent suicidaire. Je trouve que la formule est un peu suicidaire. Quand on veut la comprendre d'une autre manière, c'est comme si pour la patrie, on pense seulement tendre la tête à couper. Non, je pense que ça peut être une manière de comprendre aussi la formule, mais ce n'est pas dans ce sens. Non, le sens véritable, c'est la manifestation de son patriotisme, sa disposition à combattre pour son pays. Bien entendu, on ne va pas à la guerre pour mourir. Si vous mourrez, vous avez perdu la guerre. Ce retour aux sources s'accompagne d'un changement structurel tout aussi significatif. La possibilité pour le Burkina Faso de rejoindre une confédération ou une fédération sur simple accord du Parlement sans passer par un référendum national. En redonnant au Parlement le pouvoir exclusif d'avaliser de telles alliances, cette révision pourrait ouvrir la voie à des unions stratégiques avec d'autres États de la région dans un contexte où la solidarité régionale est cruciale face aux défis sécuritaires et économiques. D'un côté, elle est saluée comme un retour aux valeurs fondamentales du Burkina Faso et un geste d'ouverture vers de nouvelles collaborations africaines. De l'autre, certains y voient une restriction de la voix populaire sur des décisions majeures. Pour le gouvernement, cependant, cette modification est une étape essentielle vers une consolidation de l'unité nationale fondée sur une devise qui inspire courage et résilience. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous restons toujours au Burkina Faso. Il y a 10 ans, le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré quittait le pouvoir balayé par une vague populaire. Depuis, le Burkina Faso cherche sa voie, naviguant entre espoir et tempête. Une décennie plus tard, où en est ce pays de lutte et de résilience? Kaït TV fait le point, révélant les ombres et lumières qui jalonnent le chemin d'une nation en quête de renouveau. 31 octobre 2014, 31 octobre 2024. Cela fait exactement 10 ans que l'ancien président Blaise Compaoré était chassé du pouvoir suite à un soulèvement populaire. Les Burkinabés s'étaient mobilisés dans les rues de Ouagadougou pour s'opposer au projet de modification de la Constitution après 27 ans de règne de briguer un nouveau mandat. Après sa destitution, Compaoré s'est exilé en Côte d'Ivoire où il vit toujours avec sa famille. En juillet 2022, il était brièvement revenu au Burkina Faso dans le cadre du sommet pour l'unité nationale, malgré sa condamnation quelques mois plus tôt pour son implication dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il demeure cependant sous la protection de sa citoyenneté ivoirienne obtenue en 2016. Il faut noter que depuis la chute de Blaise Compaoré en 2014, le Burkina Faso vit une instabilité politique et sécuritaire amplifiée par des coups d'État et une montée des attaques djihadistes. Aujourd'hui, sous la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, le pays fait face à ces défis avec une nouvelle volonté de restaurer la sécurité et de renforcer la résilience économique, en particulier dans les zones rurales où la précarité et le manque d'accès aux services de base se sont aggravés. Pour parvenir à une stabilité durable, le capitaine Ibrahim Traoré met l'accent sur une gouvernance plus inclusive et des mesures de sécurité adaptées aux besoins pressants de la population. Il faut rappeler que cela fait 1 an que le pays s'est désolidarisé de la CEDEAO pour former les États du Sahel AES avec le Mali et le Niger. Volet politique, nous sommes en Côte d'Ivoire. À moins d'1 an des élections de 2025, l'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale suscite des débats. Le PPACI, parti de Laurent Gbagbo, craint que cela n'engendre des tensions. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a précisé que la loi interdit l'inscription de certaines personnes, dont celles condamnées
pour des crimes graves. Bien qu'Ogbagbo ait été gracié, il n'a pas obtenu d'amnistie. Koulibaly a aussi rappelé que la loi actuelle sur des inscriptions date de 2000. Concernant les subventions aux partis, il a assuré qu'elles seront versées malgré les délais budgétaires. Retour au Togo, dans les maisons togolaises, le quotidien se tisse grâce à des maisons discrètes. Nounous, chauffeurs, agents de sécurité qui veillent au bon ordre de la maisonnée. Mais entre agences formelles et rendez-vous improvisés sous le manguier, le recrutement prend parfois des allures inattendues. Cette méthode à ciel ouvert suscite des questions. Quels risques et quelles limites pour un métier où l'informel côtoie l'indispensable? KTTV, Nicolas Ediou. Nounou, filles de ménage, chauffeurs, agents de sécurité et bien d'autres, le Togolais fait appel à ses personnels de maison pour l'aider au bon fonctionnement de sa maison. Pour recruter ces personnels, certains vont vers des agences de recrutement en bonne et due forme. Pour d'autres, ils se tournent vers des agences sous le manguier. Sous ce timbre, ce n'est pas qu'une simple causerie qui s'y passe, plutôt un entretien de travail. Eric, un agent de placement, enregistre des jeunes filles pour les placer plus tard dans des foyers ou ailleurs dès que le besoin se fera sentir. Il faut que les personnes là viennent. Tu vas prendre son identité et tout. Savoir est-ce que la personne a une personne à venir ici. Il faut d'abord avoir ces personnes-là dans le cahier. Et quand maintenant les demandeurs demandent, tu peux le dire que bon voilà, j'ai... Parce que nous avons enregistré tant de personnes dans le cahier déjà. Quand tu viens, tu dis, bon, on te demande, tu veux une personne de quel âge? Si ça équivaut quand même à ce que nous avons dans le cahier, on te dira quand même, bon, voilà les photos. Et d'abord, nous prenons les photos à ces filles-là dans nos portables. On te présente les photos, tu vas lire, tu vas les voir et voir leur âge, leur ethnie, tout. Parce que nous, on présente tout. Il y a d'autres qui viennent, d'autres qui appellent, d'autres qui écrivent sur les WhatsApp ou autres là. J'en ai besoin d'un chauffeur, j'en ai besoin de telle personne parce que j'ai appris par une soeur ou par un frère que vous faites ça. Certaines filles viennent d'elles-mêmes pour trouver du boulot. Je suis venue chercher du travail. Nous avons confiance à la personne qui nous cherche le boulot. C'est quelqu'un qui respecte les termes du contrat que nous nous fixons. D'autres viennent avec des personnes qui connaissent déjà l'agence. Je l'amène les filles, les garçons aussi, je l'amène. Comme nous aussi, on est des conducteurs de taxi moto. Donc on voit les filles, tu vas voir une fille va t'appeler que c'est comme ça, elle veut travailler. Où est-ce qu'il va trouver travail? Comme il connaît monsieur, j'ai son contact, moi aussi j'ai son contact pour moi. Donc, en même temps, je l'appelle, c'est comme ça, il y a une fille tête comme ça, il dit qu'elle habite où, elle veut quoi faire. Donc, je dis que comme ça, il dit que de venir jouer le pro discuter. Par exemple, des filles là, c'est moi qui les ai. Avec cette manière peu orthodoxe de recrutement, on se demande s'il n'y a pas des risques et des difficultés dans le métier. Un collègue avait amené une fille, soi-disant qu'il connaît bien sa soeur. Et c'est la fille même, elle est du Nord. On l'a placée chez une maman, elle est béninoise. Elle ne faisait même pas un mois. Elle est partie avec 1 million de francs CFA. Et 2023, même actuellement, ce type-là, il était venu, on lui a amené dans une boutique de quincaillerie. Il n'a pas aussi fait un mois, il est parti avec 591 000. Alors actuellement, il est à la prison civile de Lomé. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Les gens ne disent pas la vérité. Les employés comme les employés aussi. Il y a certains employés aussi qui mentent. Il y a aussi certains employés qui ne traitent pas bien les filles. Parce qu'on a un contrat. Le contrat, peut-être si c'est signé 12 mois, on a 3 mois d'essai. Toi, l'employeur, on t'a dit que tu vas faire 3 mois. Au cours des 3 mois, s'il y a quelque chose, il faut nous revenir. Et elle vient nous dire que bon voilà, la dame ou bien le monsieur fait ceci. On doit voir la personne le dire. Bon, si ça se répète, elle va partir. Que ce soit la meilleure des manières pour recruter ou pas, il faut rappeler que chaque métier a son lot de difficultés. Un fait social qui n'est pas sans risque, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention à One TV. Bonsoir chez vous.